Tu n'as pas besoin de la page avec le numéro de vol parce que tu ne pars pas. La voix de mon père a percé les applaudissements lors de son dîner d'anniversaire de mariage, assez fort pour que les 30 invités l'entendent. Il a pointé sa flûte de champagne vers moi et Harry. Quelqu'un doit bien rester pour nourrir les chiens et garder les enfants de ta sœur. C'est ton travail. Il ne l'a pas dit comme une demande. Il l'a dit sur le ton qu'on emploie avec un domestique. Ma mère a lissé sa serviette et a détourné le regard. Ma sœur, Ambre, a simplement eu un sourire méprisant. À cet instant, 30 personnes ont regardé ma propre famille décider que je ne valais même pas une place dans l'avion. Mais alors que je restais là, humiliée, ma main a effleuré mon téléphone. Ils pensaient me remettre à ma place. Ils ne savaient pas qu'ils venaient de me laisser seule avec tout leur dossier financier. Avant de vous raconter ce que j'ai trouvé dans le coffre-fort de mon père cette nuit-là, et comment je m'en suis servi pour transformer leur paradis en prison, laissez un commentaire pour me dire d'où vous regardez et quelle heure il est chez vous. Je veux voir jusqu'où cette histoire peut voyager. La pièce était si silencieuse que je pouvais entendre les glaçons fondre dans les seaux à champagne. 30 personnes retenaient leur souffle, attendant l'explosion. Elles s'attendaient à des larmes. Elles s'attendaient à ce que je renverse la table ou que je hurle sur mon père pour avoir traité une femme de 32 ans comme une servante corvéable à merci. Ma mère agrippait la nappe, les jointures blanches, se préparant à la scène qui ruinerait sa soirée parfaite. Et honnêtement, une partie de moi voulait la leur offrir. Je voulais briser chaque verre en cristal dans la pièce, mais je ne l'ai pas fait. Je suis juste restée là, complètement immobile. Ma sœur Ambre a rompu le silence. Elle s'est approchée de moi, le claquement de ses talons sur le parquet, et m'a enfoncé un classeur épais de bien 5 cm dans la poitrine. Tiens, dit-elle, la voix dégoulinante d'une fausse douceur. C'est le planning pour les chiens et les enfants. Les jumeaux ont besoin de leur humidificateur réglé sur 20 degrés, très exactement, et les chiens ne mangent que la pâtée d'agneau bio, réchauffée 15 secondes. Ne te trompe pas, j'ai regardé le classeur. J'ai regardé mon père, qui m'observait avec un sourire suffisant et plein d'attente. Il voulait que je me batte. Il voulait que je le supplie. Parce que si je me battais, il pourrait me traiter d'hystérique. Si je le suppliais, il pourrait me traiter de faible. Il voulait la satisfaction de me refuser quelque chose. Alors, j'ai fait la seule chose à laquelle aucun d'eux ne s'attendait. J'ai souri. D'accord, ai-je dit en prenant le classeur. Je comprends. Passé un merveilleux voyage. Le soulagement dans la pièce était palpable. Mon père a bombé le torse. Il m'a posé une main sur l'épaule, une main lourde et condescendante. Voilà une gentille fille, Camille. Je savais que tu finirais par entendre raison. Nous devons tous faire des sacrifices pour la famille. Il pensait que je m'étais soumise. Il pensait qu'il avait gagné, mais il ne comprenait pas ce que j'étais en train de faire. Il existe un concept en psychologie comportementale appelé la soumission stratégique. C'est ce que vous faites lorsque vous êtes piégé dans une cage avec un prédateur plus grand et plus fort que vous. Vous ne montrez pas les dents. Vous n'attaquez pas. Vous baissez la tête. Vous exposez votre gorge. Vous vous faites paraître petit et inoffensif. Vous les laissez penser qu'ils ont le contrôle total, parce que l'arrogance rend les gens négligents. L'arrogance leur fait oublier de verrouiller la porte de la cage. Si j'avais crié sur mon père, il m'aurait mise à la porte de la maison sur le champ. Il aurait repris les clés. Il aurait engagé un agent de sécurité pour surveiller la propriété pendant leur absence. Mais en acceptant ce classeur, en acceptant l'humiliation, je m'achetais un accès. Je n'acceptais pas d'être sa baby-sitter. J'acceptais d'être laissé seul au cœur de son empire pendant 7 jours, sans surveillance. Je tenais ce classeur comme si c'était un texte sacré. J'ai écouté ma mère énumérer d'autres corvées, arroser les orchidées, relever le courrier, attendre le pisciniste. J'ai hoché la tête à chaque demande. Je les ai remerciés de me faire confiance, et pendant tout ce temps, mon cœur ne battait pas la chamade de peur. Il était stable, traversé par une anticipation froide et électrique. Il me laissait dans la maison où mon père gardait ses serveurs privés. Il me laissait avec les dossiers physiques qu'il me croyait trop stupide pour comprendre.
Quand le dîner s'est finalement terminé et que les invités sont partis en chuchotant sur la grâce avec laquelle j'avais géré la situation, mon père m'a jeté un dernier regard. « Ne me déçois pas, Camille », a-t-il dit. Je l'ai regardé droit dans les yeux. « Je ne te décevrai pas, papa. Je te promets que je ferai exactement ce qui doit être fait. » Il n'a pas vu le double sens. Il n'a pas vu le loup derrière le sourire. Il a juste vu son employée gratuite rentrer dans le rang. Il est allé se coucher en se prenant pour le roi du monde. Il n'avait aucune idée qu'il venait de tendre la hache au bourreau. La plupart des gens à Neuilly-sur-Seine me regardaient et voyaient une ratée. Ils voyaient une femme de 32 ans vivant dans le pavillon d'amis de ses parents, conduisant une berline vieille de 10 ans et ne faisant apparemment rien de sa vie. Ma mère disait à ses amis que je me « cherchais ». Ma sœur Ambre disait à ses amis que j'étais en gros la bonne. Mais la vérité était enfouie dans un serveur crypté au sous-sol. Je n'étais pas seulement la baby-sitter de la famille. Depuis 5 ans, j'étais la directrice financière de l'ombre de l'empire du BTP de mon père. Mon père, Richard, est un homme qui croit que les lois sont des suggestions pour les pauvres. Il a bâti sa fortune sur les économies de bout de chandelle, le travail au noir et les sociétés écrans conçues pour dissimuler des actifs au fisc. Mais il est nul en chiffres. Il y a 5 ans, l'étau a commencé à se resserrer. Il n'a pas engagé un grand cabinet d'experts pour régler le problème, parce que les cabinets posent des questions. Les cabinets ont des chartes éthiques. Il est venu me voir. Il m'a fait asseoir, m'a versé un verre de vin bas de gamme et m'a dit que si je ne l'aidais pas à organiser les comptes, la famille perdrait tout. Il m'a dit que c'était mon devoir. Alors, je suis devenue celle qui règle les problèmes. Pendant qu'Ambre postait des vidéos de déballage de sacs de luxe, que je savais acheter avec de l'argent blanchi, je restais éveillée jusqu'à 4 heures du matin à créer des traces écrites pour couvrir leurs arrières. Je gérais les comptes offshore. Je nettoyais les désastres financiers créés par Thibault, le mari d'Ambre, dont les startups technologiques n'étaient que des gouffres pour de l'argent non déclaré. Je vivais dans un état de terreur permanent et latent. Mon père me faisait signer des documents en tant que partie responsable. Il s'assurait que si le château de cartes s'effondrait, il s'effondrerait sur moi. Je l'ai fait parce que je pensais que je nous sauvais. Je pensais que je gagnais ma place à table. Je pensais que si je travaillais assez dur, si je les sauvais assez de fois, ils finiraient par me respecter. Puis est venue la nuit qui a tué la fille et réveillé l'auditrice. C'était il y a 3 ans. J'étais dans le bureau de mon père en train de déchiqueter des documents qu'il ne voulait pas que les inspecteurs des impôts voient quand la notification d'un email a retenti. C'était un échange entre lui et Thibault. L'objet était simplement « le problème Camille ». J'ai cliqué. Mon cœur martelait mes côtes tandis que je lisais les mots de mon père « Ne t'inquiète pas que Camille demande un salaire. Elle a trop peur pour partir et elle est trop laide pour se marier. Elle coûte moins cher qu'un cabinet et c'est notre police d'assurance gratuite. Si le fisc débarque un jour, on prétendra qu'elle a agi seule. C'est le fusible idéal. » Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Je suis restée assise là, dans la lueur de l'écran, sentant une clarté froide et métallique m'envahir. Il ne m'aimait pas. Il ne m'appréciait même pas. J'étais juste un bouclier humain. Il m'engraissait pour l'abattoir. C'est cette nuit-là que l'audit a commencé. Je n'ai pas démissionné. Je ne les ai pas confrontés. Je suis retournée au travail, mais j'ai arrêté de réparer leurs erreurs. J'ai commencé à les documenter. Pendant 3 ans, j'ai copié chaque registre, chaque email incriminant, chaque virement bancaire. J'ai construit une archive numérique de leurs crimes. Je souriais au dîner de famille. Je gardais leurs enfants. Je les laissais me traiter comme un paillasson, parce qu'un paillasson est la seule chose dans une maison qui voit les chaussures sales de tout le monde. Ils pensaient que j'étais dépendante d'eux. Ils ne réalisaient pas que j'étais la seule chose qui se tenait entre eux et une mise en examen. Et ce soir-là, avec la maison vide et le vol pour le paradis sur le point de partir, je n'allais pas seulement me mettre de côté. J'allais ouvrir la porte et laisser entrer les conséquences. Le matin du départ fut un chef-d'œuvre de chaos. Alors que le soleil peinait encore à se lever sur les pelouses manucurées de Neuilly, ma sœur Ambre hurlait à propos d'un foulard Hermès vintage. Elle mettait la chambre d'amis sens dessus-dessous,
jetant soie et cachemire sur le sol comme une tornade dans une boutique de luxe. Thibaut, son mari, était assis sur le bord du lit, portant des lunettes de soleil à l'intérieur, soignant une gueule de bois qui sentait le bourbon haut de gamme et les mauvaises décisions. « Camille » a-t-elle crié. « Où est-il ? Je ne peux pas aller aux Maldives sans le bleu. Il est assorti à mon bikini. » Je suis entrée dans la pièce, j'ai cherché sous la pile de vêtements abandonnés à côté de laquelle elle se tenait, et j'ai sorti le foulard. Je le lui ai tendu sans un mot. Elle n'a pas dit merci. Elle l'a juste arraché et l'a fourré dans son sac de cabine Louis Vuitton. Enfin, a-t-elle soufflé. Essaie d'être plus organisée la prochaine fois. Je suis descendue. Le hall d'entrée était encombré de bagages. Assez pour un an, pas pour une semaine. Ma mère criait des instructions au chauffeur privé sur la manière de manipuler sa boîte à chapeau. L'air sentait le parfum cher et le stress. Camille, dans le bureau. Maintenant, la voix de mon père venait du couloir. Je l'ai suivi dans son sanctuaire. La lourde porte en chêne s'est refermée derrière nous, étouffant le bruit de la famille. Il est passé derrière son bureau massif, a ouvert le tiroir supérieur et en a sorti une pile d'enveloppes. Ce n'étaient pas des lettres d'amour. C'étaient des avis des services des impôts, épais, lourds et non ouverts. Il les a jetés sur la surface en acajou. Ils ont glissé et se sont arrêtés juste devant moi. C'est arrivé la semaine dernière, a-t-il dit en ajustant ses boutons de manchette. Il signale des anomalies dans les comptes de paie de la start-up de Thibaut. Je veux que tu fasses disparaître ça pendant notre absence. J'ai regardé les enveloppes. Je savais exactement ce qu'elles contenaient. Je le savais parce que je l'avais prévenu il y a 6 mois que déplacer de l'argent entre les sociétés écrans déclencherait une alerte. Il n'avait pas écouté. Maintenant, il voulait un miracle. Papa, ai-je dit, en gardant ma voix neutre, ça a l'air sérieux. S'il contrôle les fiches de paie. Règle ça, Camille, a-t-il claqué, les yeux froids. Et souviens-toi de qui a signé ces déclarations en tant que préparateur. Si ce navire coule, tu es le capitaine. Je ne suis que l'investisseur. Donc, je te suggère de passer cette semaine à être très créative avec ces registres, où tu seras très mal en point dans une combinaison orange. C'était une menace, pure et simple. Il me rappelait qu'il m'avait piégé. Il avait fait de moi son bouc émissaire il y a des années, s'assurant que si les autorités venaient un jour, ses mains seraient propres et les miennes porteraient des menottes. Il a fouillé dans sa poche et en a sorti une petite clé en laiton. La clé du classeur métallique, le seul endroit de la maison que je n'avais habituellement pas le droit de toucher sans surveillance. Tiens, a-t-il dit. Toutes les copies papier sont là-dedans. Débrouille-toi. Il est passé devant moi et est sorti de la pièce. J'ai ramassé la clé. Elle semblait lourde, comme une arme. À 8 heures, la berline avec chauffeur était chargée. Ma mère vérifiait son maquillage dans un poudrier. Ambre postait déjà un selfie avec la légende « En route pour le paradis ». Oh, une dernière chose, a dit mon père, se retournant depuis la portière ouverte. Il a tendu la main. Donne-moi ta clé de la maison. Je me suis figée. Camille, la clé. Tu restes ici toute la semaine, a-t-il dit avec un geste dédaigneux. Tu n'as pas besoin d'aller et venir. Et franchement, avec tout le stress que tu as subi, je ne veux pas que tu la perdes. On ne peut pas avoir de risque de sécurité pendant notre absence. C'était une démonstration de pouvoir. Il voulait m'enfermer. Il voulait s'assurer que je sache que même à des milliers de kilomètres, il contrôlait mon accès au monde. J'ai mis la main dans ma poche et je lui ai tendu ma clé. Gentille fille, a-t-il dit. Il est monté dans la voiture. La portière s'est refermée avec un bruit sourd et final. Je suis restée sur le gravier et j'ai regardé la longue voiture noire descendre l'allée et disparaître derrière les grilles en fer forgé. Ils riaient. Ils buvaient du champagne. Ils se dirigeaient vers le paradis, convaincus d'avoir laissé leur servante derrière eux pour nettoyer leur saleté. Ils pensaient m'avoir piégé. Ils ne réalisaient pas qu'ils venaient de se retrouver enfermés dehors. Je me suis retournée et j'ai regardé la maison vide. Ce n'était plus une prison. C'était une scène de crime. Et pour la première fois en 5 ans, la détective avait le champ libre.
Je suis entrée et j'ai verrouillé la porte. Puis je me suis dirigée directement vers le bureau. Au moment où les feux arrière de la voiture ont disparu au tournant, la fille est morte. L'auditrice est née. Je n'ai pas fait de signe d'adieu. Je ne suis pas montée défaire mes bagages. J'ai tourné la clé dans la serrure de la porte d'entrée, je suis allée directement dans le bureau de mon père et j'ai inséré la clé en laiton dans le classeur métallique. Elle a tourné avec un clic satisfaisant. Mon père pensait me laisser avec une punition. Il pensait que je passerais la semaine suivante à transpirer sur des anomalies de paix, essayant de sauver sa peau. Il avait oublié la première règle de la comptabilité, la personne qui nettoie le désordre sait exactement où la saleté est enterrée. Je me suis assise à son ordinateur. Je n'ai pas eu besoin de deviner son mot de passe. C'était Richard Legrand. Parce que l'arrogance est toujours prévisible. J'ai contourné les fichiers lors qu'il gardait pour les inspecteurs des impôts et je suis allée directement à la partition cachée. Je l'ai trouvé en quelques secondes. Le grand livre de l'ombre. C'était un chef-d'œuvre de fraude. 5 ans de double comptabilité, d'employés fantômes et de matériaux de construction facturés à des chantiers qui n'existaient pas. Et là, tout en haut des dépenses récentes, se trouvait le dossier intitulé « Séminaire de direction, Maldives ». J'ai cliqué dessus. Il avait déclaré les vacances entières, les vols en première classe, les villas, les chefs privés, comme un séminaire d'entreprise obligatoire. Il utilisait les fonds de la société pour payer le bronzage d'Ambre. C'était de la fraude fiscale, pure et simple. Et c'était le dernier clou de son cercueil. Je ne me suis pas contentée de lire, j'ai tout pris. J'ai branché mon propre disque dur externe crypté. J'ai lancé une copie miroir de l'ensemble du système. Chaque email, chaque fausse facture, chaque virement offshore. La barre de progression avançait sur l'écran, verte et stable. Pendant le téléchargement, je me suis occupée des preuves physiques. J'ai vidé le classeur métallique des titres de propriété originaux et des impressions de l'email sur « Le problème Camille ». Je les ai emballés dans une sacoche de banque étanche. Quand le téléchargement s'est terminé, j'ai retiré le disque dur. J'ai essuyé le clavier avec un chiffon en microfibre. J'ai essuyé la surface du bureau. J'ai essuyé la poignée de la porte. Je ne partais pas seulement. Je m'effaçais. Je voulais qu'il revienne dans une maison qui ressemblerait à une tombe. Je suis allée dans la cuisine. Le classeur de corvée, le planning de nourriture pour chiens, les instructions de l'humidificateur des enfants étaient posées sur l'îlot en marbre où Ambre l'avait laissé. Il semblait ridicule maintenant, un artefact d'une vie que je ne vivais plus. J'ai pris la clé en laiton du classeur métallique et je l'ai posée sur le dessus. Puis j'ai sorti un post-it jaune de ma poche et je l'ai collé sur la couverture en cuir. J'ai écrit 4 mots. Considérez ceci comme ma démission. J'ai attrapé mon sac, non pas le sac de sport avec des vêtements que ma mère attendait, mais une mallette sécurisée contenant 5 ans de crime. Je suis sortie par la porte d'entrée et je l'ai laissé déverrouiller. L'alarme de sécurité pouvait bien biper. Ce n'était plus ma maison à protéger. J'ai conduit ma berline jusqu'à Roissy-Charles de Gaulle, mais je ne me suis pas dirigée vers le parking longue durée. Je me suis arrêtée devant le terminal, j'ai tendu les clés à un voiturier et je suis entrée. Je n'allais pas prendre un vol pour les Maldives pour mendier des miettes. Je me suis dirigée vers le comptoir de la première classe pour le vol direct vers Lyon. L'agent a regardé mon billet. Pour affaires ou pour le plaisir, mademoiselle Dubois? J'ai regardé la sacoche noire sur mon épaule. Elle contenait assez de preuves pour envoyer 3 personnes en prison pour une décennie. Affaire, ai-je dit. Strictement affaire. 2 jours plus tard, je me trouvais dans une pièce qui sentait le parfum cher et le vieil argent. L'atelier de création de ma tante Thérèse à Lyon n'était pas juste un bâtiment. C'était un sanctuaire de grand art et de tranches d'imposition encore plus élevées. Elle organisait une exposition privée pour me présenter à son cercle intime, non pas comme sa nièce, mais comme une consultante financière pour l'élite. Pour la première fois de ma vie, je ne portais ni tablier ni polyester. Je portais une robe de créateur en soie que Thérèse avait conçue, tenant une coupe de champagne millésimée, et je respirais enfin. On dirait que tu es à ta place ici, a murmuré Thérèse en me serrant le bras.
Personne ne devinerait que tu as passé la dernière décennie à classer des reçus pour une entreprise de BTP. J'ai souri, sentant le poids fantôme du classeur se lever enfin de ma poitrine. Je me sentais en sécurité. Je me sentais intouchable. C'est alors que les doubles portes à l'entrée de la galerie se sont ouvertes avec une violence qui a fait trembler les lustres en cristal. La musique s'est arrêtée. Le brouhaha s'est éteint. Toutes les têtes de la pièce se sont tournées. Dans l'embrasure de la porte se tenaient mon père et Thibaut. Ils ressemblaient à un accident de voiture dans un musée. Ils portaient encore leurs vêtements de vacances, des chemises en lin tachées de sueur, les visages pelants sous un coup de soleil rouge et furieux. Mais ils n'étaient pas seuls. Ils étaient flanqués de 2 hommes massifs en tenue tactique sombre. Le genre de sécurité privée que l'on engage quand on veut blesser quelqu'un sans laisser de rapport de police. Mon père a fait irruption dans la galerie avec des gardes bloquant les issues, hurlant de m'attraper. Devant les invités horrifiés, il m'a accusé d'avoir volé 50 000 € de diamants et des disques durs, me dépeignant comme une criminelle pour cacher ses propres crimes. Thibaut a menacé d'appeler la police si je ne rendais pas la mallette. Au lieu de ça, j'ai sorti une enveloppe Kraft. Je leur ai dit que je n'étais pas une voleuse. J'étais une lanceuse d'alerte. Les disques durs étaient déjà entre les mains du fisc et de la brigade financière, et me toucher revenait à intimider un témoin protégé. Les gardes ont immédiatement reculé. Mon père a pâli tandis que j'énumérais ses crimes, les comptes offshore, les fausses fiches de paie, les sociétés écrans, et même le voyage aux Maldives qu'il pensait être des vacances. La salle s'est retournée contre lui. Les invités ont commencé à appeler leurs avocats. Tante Thérèse lui a ordonné de sortir, et alors qu'il titubait dehors, des agents sont arrivés et l'ont arrêté, lui et Thibaut. L'enquête a mené à la saisie des maisons, des voitures et des fonds cachés. Mes parents et ma sœur se sont retrouvés sans le sou. Richard et Thibaut ont écopé de 5 ans de prison pour fraude et évasion fiscale. J'ai reçu 3 millions d'euros dans le cadre du programme de protection des lanceurs d'alerte et j'ai racheté l'immeuble de ma tante Thérèse. J'ai réalisé que mon père n'avait jamais été puissant, seulement bruyant, endetté et financé par de l'argent volé. Quand cet argent a disparu, il a disparu avec. Maintenant, je suis propriétaire de ma vie, de mon travail et de mon avenir. La famille, ce n'est pas le sang. Ce sont les gens qui vous honorent.